Parce que 6 ans plus tard, en 1990, voilà que débarque la suite. Il est trop cool ce film! Bon ok, il est pas trop cool, mais globalement il est plutôt bon et s'intéresse à la deuxième partie du premier livre. Il est tout aussi créatif et bourré d'effets spéciaux. Mais là où le premier était presque parfait, celui-ci enchaîne les petits détails qui l'empêchent d'être simplement un bon film, sans compter les performances d'acteurs qui ne sont pas toujours parfaites. L'histoire de cette suite, sous-titrée le chapitre suivant, ce qui paraît logique et n'est donc pas vraiment nécessaire à préciser, est celle-ci. Bastien, désormais joué par Jonathan Brandis parce que Barrett Oliver avait 6 ans de plus et arrêté la comédie depuis 2 ans, est revenu dans son monde. Pourtant, tout ne va pas mieux pour lui. Il continue à avoir du mal à communiquer avec son père, qui est trop souvent absent, et reste un peu dans son univers. Un peu beaucoup même. Mais en fait, il est même carrément psychopathe. Il semble aller mieux en revanche en ce qui concerne l'école, même s'il reste assez solitaire. Son principal problème reste un manque de courage et d'audace qui le tétanise lorsqu'on lui demande de sauter d'un grand plongeoir. Il va retourner voir Monsieur Codrender, qui lui au moins est encore joué par le même acteur, afin de lui demander des livres qui pourraient l'aider. C'est alors qu'il entend la voix de l'impératrice l'appeler à l'aide et qu'il remarque l'histoire sans fin située par un heureux hasard juste sous un ray de lumière. Il vole à nouveau le livre, rentre chez lui, récupère Laurine et se plonge à nouveau dans Fantasia. Le problème désormais est que les gens oublient petit à petit les histoires et le vide les remplace, dans les pages des livres comme dans les roches ou le sol. Les villes sont victimes d'attaques de créatures appelées géants qui traquent les Fantasiens avec haine et insatiabilité. Bastien va se mettre en quête d'une solution pour sauver son monde des sortilèges de la sorcière à l'origine de tout cela, Xaïd, qui à elle seule justifie le visionnage du film. Aidés d'Atreyu, désormais joué par un Kenny Morrison beaucoup moins mignon, ils vont prendre d'assaut son château et la faire prisonnière. Mais elle a ses propres plans pour la mener à la victoire. Si elle ne peut soumettre Bastien, elle va essayer de l'amener dans son camp. Ce plan aura d'autant plus de chances de fonctionner qu'il est aidé par un sortilège. En effet, à chaque fois que Bastien fait un vœu, une machine magique lui fait perdre un de ses souvenirs. Alors qu'ils font route vers la tour d'ivoire, Xaïd tentera de faire tourner la tête à Bastien avec de nombreux cadeaux et des promesses. Eh Bastien, tu veux voir ma chatte? Et pour la suite, je vous laisse regarder. Alors globalement, il vaut quoi, cette histoire sans fin numéro 2 ? Pour commencer, avoir adapté le bouquin en 2 parties pose un problème, c'est que tout ce que Bastien aurait dû régler à la fin du premier film, se remettre de la disparition de sa mère, avoir le courage de foncer, n'est finalement pas réglé. De fait, beaucoup de choses dans le 2 rappellent les événements du premier et pour cause. Quelle est la différence entre le néant et le vide? Il s'agit de la même chose. Parce que les 2 films sont basés sur la même histoire. L'effet de répétition est cela dit assez discret puisque le film bénéficie cette fois d'un ennemi clairement défini. Autre souci avec l'histoire, c'est que Disney est en train de gagner. Je ne dis pas ça au sens propre, je veux dire que la vision qu'ont les studios des films pour enfants commence à évoluer, même si je préférerais dire régresser. On se demande en effet si on ne pourrait pas faire venir encore plus de gamins en salle si on ne commence pas à véritablement les traiter comme des gamins. La saga amorce doucement ce virage avec quelques éléments. Il y a d'abord l'armée qu'apporte Atreyu avec lui, qui est une armée de jouets qui sortent d'œufs. Outre l'aspect wahoo, regardez les enfants, Atreyu se bat avec des Kinder Surprise, il y a un véritable questionnement pratique parce qu'on se demande vraiment comment il a pu croire gagner avec ça. Ensuite, il y a tout un tas de dialogues où Bastien et Atreyu s'envoient des vannes sur leurs mondes respectifs qui, en plus d'être rapidement lourds et surfaits, s'épuisent très rapidement. Et puis, il y a Junior. Parce que quoi de mieux pour attirer les enfants que d'ajouter un bébé mangeur de pierre? Outre le ridicule et le nombre pharaonique de questions dégueulasses que ça soulève, le personnage ne sert vraiment à rien et plombe les scènes où il apparaît d'une niaiserie assez désagréable. Pourtant, en soi, le film fonctionne assez bien. Il marque une différence avec son prédécesseur en ayant une scène d'ouverture légère et décalée qui donne un petit côté comédie de boulevard lorsque Bastien fait n'importe quoi en essayant de ranger la nourriture avec laquelle il jouait pour le retour de son père. Ciel, mon mari! Père qui va d'ailleurs être plus présent puisqu'il va commencer à lire l'histoire sans fin et comprendre que son fils est dedans, offrant ainsi la possibilité d'une narration. Les parents de Bastien sont le thème central de cette deuxième partie, là où la première se concentrait vraiment sur l'imagination et la créativité. Ils seront les 2 derniers souvenirs que Bastien aura en sa possession et que Xaïd essaiera de lui faire perdre. Cette partie du scénario est d'ailleurs assez bien écrite. Xaïd va tellement œuvrer pour faire oublier ses parents à Bastien qu'elle commencera même à se comporter comme une mère pour lui, protectrice et concernée ou se faisant passer pour telle. J'aime vraiment cette idée de tenter le héros à passer vers le côté obscur dans un film pour enfants, où généralement le héros est un modèle de vertu et de bonté d'âme opposé à une menace si simple qu'elle en devient ridicule. Amener un dilemme intérieur là-dedans est vraiment intéressant. Une scène très forte est celle de la ceinture d'invisibilité qu'offre Xaïd à Bastien. C'est à la fois un super concept et un traitement assez fascinant. La ceinture le rend invisible, mais également invisible à lui-même. Bastien ne se voit pas porter la ceinture et n'a pas accès à la gâchette pour désactiver l'objet. Une situation donc fun et attirante prend soudain des proportions assez angoissantes. En revanche, parfois, les réactions de Bastien sont assez étranges. Par exemple, après avoir passé une bonne minute à souhaiter avoir un dragon qu'il décrit comme le pire fléau de l'humanité, le voilà surpris de se trouver nez à nez avec une créature repoussante. Sérieux, il s'est entendu le souhaiter ? Je souhaite que Fantasia soit rayée de la carte par une explosion nucléaire.
What the fuck? Plus loin dans le film, il fait le vœu de créer une nouvelle entrée au château de Xaïd, mais elle s'arrête à mi-chemin. Bastien se met alors à souhaiter des marches une à une. Et même à 5 ans, je me souviens avoir pensé, mais souhaite que le chemin aille jusqu'au bout en un seul vœu, crétin! Cette décision scénaristique est là pour mettre en exergue le danger des souhaits de Bastien. Comme on sait qu'il perd un souvenir à chaque vœu, on s'attend sans doute à ce que le public ait peur pour lui. Et si ça marche d'un côté, de l'autre on se demande vraiment s'il n'y avait pas plus intelligent pour sauver Fantasia. Parce que de l'autre côté, au début du film, quand il arrive à Fantasia et que sa putain de vie est en danger, il refuse catégoriquement de faire un vœu. Ce qui soulage les spectateurs parce qu'il ne perd pas de souvenir, mais paraît quand même totalement débile et incohérent. Il n'a aucune raison de s'obstiner ainsi à ne pas faire de vœux, ça n'a pas de sens. Un autre problème vient du jeu des acteurs. Beaucoup sont dans le surjeu, en particulier Bastien. C'est assez laborieux d'en parler parce que Jonathan Brandis a eu tant de problèmes avec sa carrière qu'il a fini par se pendre à l'âge de 27 ans, après plusieurs déconvenues professionnelles. Son rôle dans le film Mission Évasion totalement supprimé du montage final, son échec au casting de Star Wars pour jouer Anakin Skywalker, 2 années passées à ne jouer que dans des téléfilms, etc. Je ne pouvais pas aborder son cas sans vous donner cette information. Je ne me souviens de lui que dans ce film, sa performance n'était pas terrible, mais du coup, impossible pour moi de juger si c'était juste un manque de chance ou si c'était vraiment un mauvais acteur, donc ce sera à vous de vous faire votre propre avis. Les autres acteurs sont plutôt dans le bon. John Wesley Shipp, qui joue le père de Bastien, a quelques passages à vide, mais s'en sort. Les acteurs qui jouent les Fantasiens sont tous assez convaincants, aidés en ce que leurs rôles sont forcément assez caricaturaux et ont peu de relief. Mais comme je l'ai dit, c'est Xaïd, interprété par Clarissa Burt, qui sort son épingle du jeu. Si l'actrice italienne a décidé de se réorienter dans l'animation et la production télé dans son pays d'origine, sa performance ici est juste jouissive. Elle s'éclate à jouer la méchante sorcière et ça se sent. Et que je te hausse le sourcil, et que je minose en faisant un regard noir, et que je fasse mon sourire de comploteuse, son passé de mannequin fait ressortir les magnifiques robes et coiffes dessinées pour elle, et sa tenue noble et droite lui apporte une aura assez folle. Un des personnages les plus intéressants au niveau de l'évolution psychologique, en dehors de Bastien et son papa, est un fantasien créé spécialement pour le film nommé Nimbly, joué par un certain Martin Umbach qui n'a jamais fait carrière ensuite. Étant un homme-oiseau, l'acteur a dû adapter sa démarche et sa façon de parler pour ressembler à un oiseau, et le fait assez bien. En revanche, il manque beaucoup de subtilité, ce qui est principalement la faute du script. Il sert en effet à expliciter clairement l'intrigue et l'évolution de Bastien pour le jeune public qui aurait pu rater un épisode. C'est une bonne intention et ça rend le film effectivement beaucoup plus compréhensible pour le jeune public. Un peu trop d'ailleurs, ça peut être intéressant de laisser gamberger un peu, et surtout moins sympa pour un public adulte, là où le premier film peut très bien être appréciable pour le plus grand nombre. Peut-être que la plus grosse faute de casting, cela dit, c'est l'impératrice. C'est marrant quand même, le film qui a principalement été pensé et fait aux USA est celui où l'impératrice ressemble à une allemande en manque de schnitzel. Bon, c'est pas un boudin, hein, mais pour une impératrice qui ne vieillit pas et ressemble toujours à une enfant, celle-ci a quand même plus l'air de passer le bac à la fin du mois et donne un peu l'impression d'avoir un balai dans le cul. Elle est stoïque, surjoue, sous-joue, bref, une pépite. Heureusement que la musique au-dessus porte une image féerique, sinon on aurait pu se retrouver avec la bad ending de l'histoire sans fin 2. Elle est l'œuvre de Robert Folk, un compositeur extrêmement productif, à qui on doit la musique de la quasi-totalité des films Police Academy, de nombreux films d'animation, et qui livre des morceaux enchanteurs et en harmonie avec chaque scène. Le film est réalisé par George T. Miller, un réalisateur australien qui n'a jamais vraiment décollé et a passé sa vie à réaliser des films de série B et des téléfilms. Pour autant, il propose une mise en scène intéressante et quelques très bonnes idées. Bien entendu, il faut noter ce qui vient du livre. Les différentes races rencontrées en viennent pour beaucoup, tout comme les lieux. La classe ultime étant atteinte par le château de Xaïd en forme de main, ce qui explicite parfaitement sa soif de pouvoir, la main symbolisant le contrôle. Les lasers de sécurité, qui auraient pu paraître comme un ressort scénaristique très basique, sont traités comme une vraie menace rien que par leur bruit. On sent que ce truc est une saloperie et qu'il ne vaut mieux pas passer devant. Le film s'autorise une scène au suspense quasi Hitchcockien devant les grilles du château alors que Bastien tente de parlementer avec les géants. Lorsque les grilles commencent à se lever, on sait qu'elles vont finir par les laisser passer, mais on ne sait pas quand. La définition même du suspense. Pour finir avec Xaïd, elle est tellement classe que même son introduction dans le film est géniale puisqu'elle doit s'appliquer une crème magique pour avoir un visage. En clair, il faut un sort pour donner à cette femme l'élément de base de l'humanité d'une personne, celui avec lequel il communique ses émotions, son visage. J'ignore totalement comment a été décrite la machine qui aspire les souvenirs dans le livre, mais celle du film est juste parfaite. Surmonté d'un globe dans lequel se trouve le visage de Bastien et un liquide symbolisant ses souvenirs, le liquide est cristallisé dans une sphère qui parcourt un chemin et tombe ensuite dans un récipient. Pour donner un aspect plus surnaturel, ils ont eu l'idée d'ajouter de l'eau dans ce récipient pour qu'elle tombe plus lentement. Le défi était de trouver un matériau pour le récipient qui ne déformerait pas l'image et a imposé que les acteurs ne puissent pas récupérer les sphères de souvenirs en un seul plan mais par un cut pour ne pas voir l'eau tomber et mouiller les mains des acteurs. En parallèle à la machine, on peut suivre l'évolution de l'histoire grâce à l'effondrement du sol autour de la tour d'ivoire.
Divers morceaux de terre vont en effet disparaître à mesure que le vide gagne du terrain et que Bastien perd ses souvenirs. Ce que j'aime, c'est qu'ils aient même fait l'effort de transformer la petite rivière en cascade, alors qu'ils auraient pu l'ignorer et se contenter de tout casser derrière. Miller a utilisé nombre d'astuces pour faire au mieux. Pour aider au charme de Fantasia, il a tourné presque tout le film avec un filtre star. Le filtre star, c'est ce que vous voyez dans beaucoup d'émissions de télé et de vieux soaps américains. C'est ce filtre qui fait que les sources de lumière se répandent non pas en boule, mais en croix, voire en étoile, ce qui donne un certain cachet aux images, même si ça doit être utilisé avec parcimonie parce que c'est vite ringard. Il a également eu l'idée, lorsque les héros sont dans le château de Xaïd, de rendre l'impression de grandeur non pas avec l'image, mais avec le son. Franchement, il n'a pas démérité sur ce film et on sent qu'il n'avait pas envie de faire n'importe quoi, rien qu'avec la scène d'attaque des géants au début, qui fait preuve d'un rythme et d'une violence assez intéressante et a des relents de véritables scènes de guerre.